Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette première rencontre matinale de ce deuxième jour du Forum économique breton. Nous allons ensemble parler durant 45 minutes de la transition énergétique à la relance. Chaque mot compte dans cet intitulé. Nous allons pouvoir ensemble explorer de manière concrète et précise les différentes facettes de cette transition dont on parle beaucoup. On va parler évidemment d'énergie renouvelable, de réseau électrique, mais aussi de financement de ces opérations. Et je vais tout de suite inviter les intervenants de ce grand plateau à venir à mes côtés. J'invite par ordre alphabétique Yann Gezel, qui est le directeur de Grand Ouest Environnement chez BPGO. Ça s'appelle maintenant Autochtone. Il va falloir s'habituer à cette nouvelle marque de la banque d'affaires. Bonjour Yann et merci d'être avec nous. J'invite également Jean-Philippe Lamarcade, le directeur régional d'Enedis. Bonjour et merci. Jean-Philippe. Sébastien Ramos, le directeur régional d'Engie, va nous accompagner aussi toute cette matinée. Et je n'oublie pas Frédéric Rode, le directeur marketing stratégique du groupe Lacroix. Voilà, vous êtes là tous les quatre. Quant à moi, je suis Xavier de Bontride, je suis journaliste et très heureux à nouveau d'être à vos côtés pour cette deuxième journée. On va tout de suite prendre la mesure de notre sujet pour essayer d'être le plus concret possible. Quand on parle de transition énergétique, on a plein d'idées en tête, parfois de manière un petit peu dispersée. On va prendre le temps durant cette table ronde de voir concrètement où nous en sommes ici et maintenant en Bretagne, quels sont les outils qui nous permettent d'accélérer cette transition, quels sont les projets qui sont en place, quels sont les financements aussi qui peuvent intervenir. Et pour commencer, je vais peut-être me tourner vers vous, Jean-Philippe, avec une première question. On avait échangé ensemble il y a quelques semaines dans le cadre d'une interview qui a été postée sur le site du FEB, dans laquelle vous indiquiez que le développement économique breton passe par le réseau électrique. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Alors évidemment, on comprend que vous prêchez un peu pour votre paroisse en disant ça, directeur régional d'Enedis, mais derrière la formule, il y a une réalité qui est intéressante à regarder parce qu'effectivement, quand on est en Bretagne, on a peut-être la chance d'avoir un réseau électrique robuste et bien maillé qui permet demain d'aller accélérer la transition. Si j'étais un peu taquin, je me permettrais la comparaison avec le vaccin. On peut débattre de tout sauf des chiffres. Et ça donc, dit quelque chose. on a aujourd'hui, voilà, les chiffres aujourd'hui sont là, et tant mieux parce que en fait, les chiffres que l'on a, ce sont des chiffres qui démontrent que la transition énergétique vers le sans carbone, elle est vraiment en cours. Comme je le disais hier à l'introduction du FEB, en fait, aujourd'hui, plus de 90% des solutions sans carbone, elles passent par l'électricité, par l'électrification des usages. On a des solutions qui sont beaucoup plus long terme, peut-être l'hydrogène, voilà, ou d'autres types de solutions, la fission, autres. Mais on sait qu'elles mettront plus de temps. Et donc, les solutions immédiates dont on dispose aujourd'hui, c'est l'électricité. C'est de basculer ces usages à l'électricité. Nous, à titre personnel, de particulier, le plus simple à comprendre, c'est la conversion de ma chaudière fuel en pompe à chaleur. Voilà, je passe d'une solution de chauffage avec carbone à une solution de chauffage sans carbone. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer, y compris dans le marché d'affaires, y compris dans l'électrification des usages sur le marché d'affaires. Et nous, on le voit. On a une hausse exponentielle des raccordements au réseau électrique. Donc, quand je dis exponentielle, je neutralise l'année 2020 qui est un peu particulière. Mais 2021, c'est plus 30% de demandes de raccordement au réseau électrique par rapport à 2021. Particulier et professionnel, tous segments confondus. Et 2022, c'est plus 50%, tout confondu. Et quand on parlait de transition énergétique, on peut parler du coup des raccordements des producteurs d'électricité. Ça, c'est un segment sur lequel aujourd'hui, c'est plus 150%. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement? C'est l'attractivité du territoire? C'est la multiplication des besoins et des usages? Alors, 3 facteurs. Le premier, c'est évidemment l'engouement pour le territoire. Ça, il suffit de regarder les chiffres INSEE avec les courbes démographiques, les tendances de logement. Nouveaux arrivants, nouveaux branchements. Voilà, je crois qu'il y a un salon des travaux publics et du bâtiment très prochainement sur le département. Et je pense que voilà, leurs problématiques sont plutôt l'emploi, trouver des employés, trouver des matériaux et pas trouver des chantiers. Il y en a beaucoup. Donc évidemment, toutes ces nouvelles constructions qui nécessitent des raccordements au réseau électrique. C'est aussi l'électrification des usages et que ça soit, comme on parlait des pompes à chaleur, mais également
la mobilité électrique, ça c'est aussi très important. Le véhicule électrique, Les véhicules électriques, voilà. les bornes de recharge Les rapides. les bornes de recharge chez moi, dans mon immeuble, sur la voie publique. Et c'est aussi les nouvelles formes de consommation, pour en parler, l'autoconsommation, l'énergie partagée qui tire ça. Et puis le troisième facteur, les énergies renouvelables, on en parlait juste avant. Il y a un décret qui vient de paraître, c'est une très bonne chose, et qui ouvre en fait un tarif d'obligation d'achat pour toutes les puissances entre 100 et 500 kW de solaire. Et ça va faire un véritable appel d'air. Nous, on sait déjà qu'on a dans les tuyaux en entrée à peu près 126 dossiers. Sur la Bretagne. Sur la Bretagne, ça paraît 126 dossiers, comme ça on peut se dire c'est rien. Bon. Ça dépend de la puissance installée. En tout cas, ça veut dire que le jour où ça tombe, on a aujourd'hui environ, si je ne me trompe pas, 800 mégawatts de puissance solaire installée. Le jour où ça tombe, ça veut dire instantanément 10% de plus de solaire en Bretagne. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la transition énergétique. Alors, je faisais référence au réseau électrique breton. Et c'est vrai qu'on a la chance dans notre région de disposer d'une infrastructure qui a fait ses preuves, qui est solide, qui est surtout très capillaire, je crois. Alors, on a la chance ici en Bretagne d'avoir un réseau qui est très étendu. Donc on couvre, du fait de l'habitat qui était très dispersé historiquement, on a aujourd'hui du réseau électrique absolument partout en Bretagne. Donc on n'a pas des secteurs où on pourrait imaginer des projets, mais le réseau électrique est à 10 km. Voilà, non, le réseau électrique il est en très forte proximité, donc ça c'est une vraie chance. Et puis on a un réseau électrique sur lequel, du fait de notre exposition aux aléas climatiques, on a massivement investi au cours des dernières années et qui est aujourd'hui très résilient et qui permet de répondre à l'ensemble des usages qui sont devant nous. Merci. On reviendra évidemment vers vous, Jean-Philippe, dans le cadre de cet échange pour approfondir certains points. Mais vous évoquiez à l'instant les usages. Je me tourne vers vous, Sébastien Ramos, directeur régional d'Engie en Bretagne. Les énergies renouvelables, c'est au cœur de votre activité. Et j'allais dire, en regardant vite, on a l'impression que vous avez une présence quasiment dans tous les compartiments de ce jeu-là chez Engie. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que vous faites? Alors, ce qui est important, c'est ce que vous venez de dire, c'est les usages en fait. C'est uniquement ça. Et donc, nous, au niveau d'Engie, en fait, notre stratégie, c'est les énergies renouvelables. Alors, forcément, on ne nous voit pas partout, mais on a 20 parcs éoliens en Bretagne. Donc, quand on parle d'éolien en Bretagne, on sait de quoi on parle. On a 23 chaufferies biomasse, surtout dans le domaine agroalimentaire. Donc, on sait de quoi on parle. Et on a des parcs photovoltaïques. Donc, en gros, l'avantage que nous avons, c'est qu'on s'adapte au territoire. En fait, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le territoire et c'est la population qui décide. Oui, d'ailleurs, parfois, il faut la convaincre, la population. Et là, je reviendrai. Et il y a un point aussi important, c'est le gaz. Le biométhane est très structurant. Et en Bretagne, on a une chance assez forte, c'est qu'on a un potentiel parce qu'on a des intrants. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs dans l'agroalimentaire qui demandent comment gérer leurs, entre guillemets, déchets. Donc, on produit du gaz. Et on a une chance. Parce qu'en fait, on va sortir de la Bretagne. Il faut savoir que 80% de l'énergie dans le monde est carbonée. Alors nous, on a la chance en France d'avoir une énergie décarbonée. Je ne rentrerai pas dans le débat, mais on a cette chance-là. Le nucléaire. Mais on a cette chance d'avoir une énergie décarbonée, le nucléaire. Donc nous, on est à l'aise avec ça, puisqu'on a du nucléaire en Belgique également. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on sait qu'en 2050, il n'y aura plus d'énergie carbonée. Mais avant 2050, en fait, on se rend compte que de plus en plus, on nous demande des énergies renouvelables, donc c'est notre stratégie à fond, mais on nous demande également aussi du gaz et du biométhane. Donc par rapport à ça, on travaille beaucoup là-dessus, et notamment, en fait, ce qu'on ne pense pas au niveau de l'énergie, c'est la mobilité. La mobilité nous demande d'être réactif, d'être décarboné, mais d'acheminer le camion au bon endroit. Donc voilà, l'avantage qu'a la Bretagne, c'est que c'est un terrain de jeu formidable. On a la mer, énergie marine renouvelable, on a du vent, on a la terre, Argoat-Armor. Donc pour Engie, c'est vraiment un beau terrain de jeu via nos 2500 collaborateurs qui sont en Bretagne. On dit parfois, on dit souvent d'ailleurs, et on l'a répété tout au long de cette première journée hier du FEB, que la Bretagne pouvait être un territoire d'expérimentation. Ça a été utilisé à plusieurs reprises, ce terme-là, sur différents champs. C'est comme ça que vous regardez aussi le territoire, compte tenu des caractéristiques que vous venez de citer? Forcément. La Bretagne, l'hydrogène. L'hydrogène, en Bretagne, on peut être fier. On a un site Michelin à Vannes qui, au lieu de prendre de l'hydrogène carboné, va produire son hydrogène vert sur site. Donc ça, c'est possible parce qu'en fait, en Bretagne, on a cette appétence pour l'innovation, petit 1, et puis on a une appétence pour la mobilité. La Bretagne et la mobilité, si jamais les gens ne sont pas bretons, n'ont pas compris que la mobilité, c'est structurant pour la Bretagne, c'est structurant. Et quand on parle mobilité, on parle énergie.
Et donc, on reviendra avec vous sur peut-être aussi cette capacité à accueillir ces innovations. Mais on va rester sur le volet industriel avec vous, Frédéric Rode. Vous êtes le directeur marketing stratégique du groupe Lacroix. On a entendu votre président Vincent Bedouin hier en ouverture du FEB nous expliquer l'importance stratégique que vos centres de R&D au niveau du groupe Lacroix avaient ici en Bretagne pour le développement de l'entreprise. Ou peut-être nous rappeler un petit peu les métiers qui sont les vôtres dans l'électronique, dans l'environnement, dans la ville intelligente, la Smart City. Vous êtes plutôt en charge de la partie environnement? Tout à fait. Alors, deux mots sur Lacroix, donc 3 activités. Lacroix Electronics, qui héberge aussi notre business unit IoT, puisqu'on a fait l'acquisition d'eSofting récemment. Parce qu'on pense que l'Internet l'IoT, des objets, c'est ça. l'Internet des objets, oui, pardon. Deuxième activité sur les Smart Cities. Et la troisième, Smart Environnement. Donc, les cities, c'est la gestion intelligente de l'éclairage public, par exemple. L'environnement, c'est la gestion intelligente des réseaux d'eau et des réseaux de chauffage. Voilà. Donc ça, c'est pour Lacroix. Je voudrais rebondir sur les 2 interventions avant. Le premier, c'est en tant qu'ancien patron du développement et de l'innovation de la Bretagne. La Bretagne, c'est 1,8% de croissance démographique continue depuis 10 ans. Pour répondre, voilà, juste comme ça. Le deuxième, l'énergie renouvelable. Alors ça me parle d'autant plus qu'à travers l'activité environnement, notre BU Smart Grids est leader sur le marché allemand du ce qu'on appelle le feed-in management, donc la redistribution des énergies renouvelables sur le réseau. Donc tout ce qui est évoqué là me parle et résonne par rapport au groupe Lacroix. La transition énergétique, chez nous, ça démarre, je dirais, dès la conception. En fait, il faut penser les produits pour que ça concourt à la transition énergétique. Des produits moins gourmands en énergie? Alors, des produits moins gourmands en énergie, donc c'est modestement une participation aux économies d'énergie, mais surtout penser la télégestion intelligente, puisque c'est à travers la télégestion. Alors, télégestion, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on part du capteur qui remonte de la donnée, on traite plus ou moins localement de la data, et après on l'envoie à nos clients. Et donc, ça se conçoit là. Et donc, l'intelligence qu'on va mettre grâce aux technologies numériques, j'interviens sur le numérique tout à l'heure, c'est difficile de découpler transition oui, ça marche énergétique ensemble. et numérique. Eh bien, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le edge computing, le traitement local de la data, tout ça concourt à offrir de meilleurs produits et services à nos clients, à nos futurs clients, j'espère, également. Vous nous donnez des exemples, justement, peut-être sur des sujets sur lesquels vos équipes sont en train de travailler ou déjà des réalisations industrielles concrètes? Oui, bien sûr. On a un centre R&D de plus de 100 personnes localisé à Rennes. Ça, c'est pour l'ensemble du groupe. Et effectivement, on travaille sur l'intelligence embarquée autour de l'IoT. On travaille sur l'intelligence embarquée dans nos RTU, les postes locaux. On va travailler sur le edge computing toute l'année 2022. C'est quoi le edge computing appliqué à notre offre? En quoi ça peut vous servir également? On va voir. Nous, l'idée, c'est de se caler par rapport aux besoins de nos clients. Et on développe des nouvelles plateformes extrêmement digitales pour faciliter l'utilisation à distance de ces plateformes. On travaille sur le device management, c'est-à-dire une fois que les parcs sont installés, ce n'est pas tout de les installer, il faut les maintenir. On a plus de 350 000 produits installés sur le terrain. Pour capter dans le monde en entier, temps réel, pour capter toutes la les data, informations. etc. Et après, comment vous maintenez ça? Comme on conçoit des produits robustes et fiables, ça dure 15 ans. Donc, il faut accompagner les évolutions de ces produits. Enfin, voilà, donc toute notre C'est quoi le R&D. principal défi, justement, d'un groupe comme le vôtre par rapport à cette transition dont nous parlons ensemble? Alors, on a plusieurs, mais on va dire les 2 grands défis. Le premier, c'est de suivre l'évolution des technologies de communication. La télégestion, tout ce qu'on fait ensemble, sans télécom, ou si ça tombe, ça ne va pas. Donc, on est des experts des télécoms. On suit l'évolution des réseaux 4G, 5G, Oui, j'allais le etc. dire, ça pour vous, c'est Voilà. une bonne nouvelle immédiatement opérationnelle. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous et nos clients parce que si on prend des technologies, je ne veux pas être trop technique, mais NB-IoT, technologie adaptée pour l'industrie, ça permet de transmettre des datas de façon moins coûteuse, plus sécurisée, etc. C'est pas simplement pour télécharger des films sur YouTube. Hein, c'est bien la surtout pas 5G, ça, c'est parce que ça, voilà. c'est pas bon pour la ça, c'est autre planète en chose. plus. On explore aussi les opportunités de la 5G. On est dans un programme d'innovation avec un institut de recherche technologique bien connu en Bretagne qui s'appelle BICOM. On a pris le territoire de Lannion, je ne sais pas si Gaël est là, comme terrain d'expérimentation. Et on veut coupler la 5G. Qu'est-ce que ça peut nous amener sur les réseaux d'eau, la Smart City, etc. Donc on démarre ça normalement à la rentrée.
à la rentrée. Donc voilà, il y a plein d'actualités à suivre chez vous. Il y a beaucoup, je suis intarissable. là-dessus. Voilà, on va revenir vers vous tout à l'heure, mais on va poursuivre ce premier tour de table et le terminer avec vous, Yann Guézel. On va parler finances, évidemment. Je le disais, vous êtes directeur de Grand Ouest Environnement chez BPGO, Banque Populaire Grand Ouest, mais surtout qui a changé de nom il y a quelques semaines ou quelques jours. Hein, ça s'appelle Autochtone avec un K, la banque d'affaires à laquelle vous êtes rattaché Absolument. désormais, c'est ça? Absolument. Et effectivement, comme vous le savez, la Banque Populaire Grand Ouest est très ancrée dans le territoire. Hein. Et on a voulu, avec Autochtone, donner un peu une marque un peu originale, une dynamique proche du territoire. Parce que dans Autochtone, il y a aussi la proximité, l'enracinement hein, dans la sonorité. Donc ça représente bien l'image de la banque, parce que nous, on est proche du terroir, du territoire. Et ça fait le lien d'ailleurs avec la transition énergétique, parce que ce sont des projets de territoire. Et nous, on veut absolument développer et accompagner tout ça. Et c'est ce qu'on fait hein, depuis une dizaine d'années sur la transition énergétique, puisqu'on a largement accompagné les filières solaires, éoliennes, et puis beaucoup biogaz aussi, parce que ces derniers temps, nous avons été très occupés, et encore aujourd'hui, sur la méthanisation et les usages. Donc, on a un panel de savoir-faire. Moi, j'ai 6 experts dans mon équipe, donc on est très sollicités, particulièrement depuis 2-3 ans. Et en effet, ça fait des volumes d'encours pour nous, banquiers, assez importants. Oui, maintenant. donnez-nous des ordres de grandeur des interventions que vous réalisez. Alors nous, la particularité, c'est qu'on est avant tout au service des centres d'affaires de la banque, c'est-à-dire les industriels, nos clients. Donc, on va faire aussi bien des centrales solaires de 100 ou bientôt 500 kilowatts, puisque ça va, on sait que ça va arriver fort là avec le nouveau arrêté. Le nouveau décret, c'est ça? Oui, parce qu'avec le décret qui vient de sortir, là, monsieur l'a dit, on a une centaine de projets en Bretagne qui va sortir de 500 kilos. Donc pour nous, c'est des projets à taille, j'allais dire. C'est quoi le ticket d'entrée là? On est sur C'est du 600 000 euros, hein, 500 kilos, donc c'est assez simple pour nous. Ouais, Hein. ça change d'échelle par rapport à ce que vous aviez l'habitude d'accompagner au début, où les montants étaient beaucoup plus importants. Ah bah au tout début, c'était 5 fois plus cher. Donc un 100 kilos en 2010, ça coûtait 600 000 euros, comme un 500 kilos aujourd'hui, en gros. Donc effectivement, mais nous, on a tout le panel, c'est-à-dire on est capable de faire un 100 kW solaire sur notre clientèle agricole, qui est très, très active sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est en partie la pérennité du monde agricole qui se joue aussi dans les énergies, hein, avec le biogaz et le solaire. Et on peut naturellement, avec les équipes, arranger, comme on dit dans notre jargon, arranger des dettes de 10, 20 ou 30 millions sur des gros projets éoliens au biogaz, où là, c'est un savoir-faire un peu différent, où on va faire un seul crédit pour plusieurs banques. Voilà. C'est quoi la spécialité justement? Est-ce que ce secteur ou ces projets réclament une ingénierie financière particulière adaptée, dédiée? Oui, vraiment, là, absolument, puisque surtout dès qu'on s'attaque à des projets de 5, 10 ou 20 millions, les équipes d'Engie connaissent ça très bien, puisqu'on travaille souvent ensemble. Et là, effectivement, on est dans le mode de financement de projet. Donc, c'est un peu à part. Hein, c'est une analyse un peu différente. On va gérer. L'analyse du risque aussi est différente? Absolument, parce qu'on fait du financement d'actifs. Donc, on a des ratios un peu particuliers de solvabilité de la dette. Il y a vraiment toute une batterie un peu de financement de projet qu'on n'a pas dans le monde corporate classique de fusion-acquisition, etc. Et du coup, il faut vraiment des équipes spécialisées, hein, parce que c'est une réglementation qui est très complexe, que ce soit au niveau des raccordements ou au niveau de l'ICPE. Hein, vous connaissez sans doute les instructions pour les sites classés, des installations classées pour l'environnement. Donc, et on peut faire le lien en ce moment. Il faut être très prudent parce qu'il y a, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'opposition. Donc nous, financeurs, on est amené à être dans l'accompagnement des porteurs pour bien verrouiller les choses aussi, parce qu'il ne faut pas prêter le flanc aux contestations. Et nous, notre risque peut être très important si le projet démarre
et si les oppositions arrivent à l'arrêter finalement. On va en parler de ce Voilà. point-là, mais avant d'aborder cette dimension-là, peut-être encore une dernière question à ce stade avec vous, Yann Guézel, sur les interlocuteurs qui sont les vôtres et qui sont en train de changer justement du fait j'allais dire, d'une forme de démocratisation de ces énergies renouvelables. Avant, c'était des affaires vraiment de spécialistes. Aujourd'hui, les entreprises, les acteurs économiques du territoire viennent vous solliciter. Alors ça, c'est vrai que c'est une tendance parce que depuis une dizaine d'années, on avait surtout affaire à des pure players, hein, du solaire, de l'éolien ou même de la biomasse, etc. Et là, on s'aperçoit il y a un certain nombre de décrets et de mesures qui facilitent l'accès aux énergies renouvelables pour des industriels ou des clients, des ETI ou des PME. Et là, on sent que chez nous, les centres d'affaires sont de plus en plus Ça frémit. sollicités pour gérer des consommations énergétiques ou des nouveaux bâtiments avec des toits solaires, hein, alors que ce n'était pas trop la tasse de thé des industriels pour le moment. Hein. Et effectivement, on sent que ça vient. Pour nous, c'est des choses assez simples à gérer parce que ce n'est pas forcément des montants très importants. Mais on est là quand même pour apporter de l'expertise à nos collègues des centres d'affaires. Parce qu'on continue toujours à faire des grands projets de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Hein. Et des grands et des petits, mais ça maille vraiment le territoire. Et là, on rejoint sur ce que nous disait en introduction Jean-Philippe Lamarcade, hein, sur ce maillage territorial, cette capillarité fine qui fait qu'on peut trouver ces projets un peu partout sur le territoire. Vous vouliez réagir, Frédéric? Oui, juste Et pour puis dire après, que Sébastien. on a une usine qui va sortir de terre en fin d'année, début d'année prochaine, qui s'appelle Symbiose, le projet Symbiose. Et pour illustrer ce que vous disiez, c'est une usine bas carbone. On va générer 2 mégawatts à partir de photovoltaïque. Donc, on va en remettre sur le réseau 1,6 à peu près, juste pour illustrer ce que vous disiez. Ça sera où ce C'est projet? nouveau pour nous. Alors, c'est dans la grande ville de Beaupréau, qui est à côté de Saint-Pierre-Mont-Limard. Ça dans nous le aide beaucoup, 49, là. ça vous aide D'accord, beaucoup. merci. Voilà. En Maine-et-Loire. Mais je vous invite à aller voir sur Internet. Ah où bon, est-ce on va que c'est, comme ça, vous découvrir ce des site. vidéos. Mais c'est une illustration très très concrète. Sébastien, Je voulais réagir parce qu'il y a 2 points très structurants concernant les énergies renouvelables. Il faut vraiment les avoir en tête. C'est l'aspect financier, c'est très capitalistique. Et puis après, il faut faire le grand écart, et tu l'as souligné, c'est l'acceptabilité. Donc en fait, il faut faire ce grand écart. Alors déjà, je vais commencer à dire, il faut quand même regarder les trains qui arrivent à l'heure. Il y en a. Et il y en a. Et quand on parle d'acceptabilité, donc nous on travaille beaucoup dessus, mais il faut savoir que la population demande de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un fait, c'est concret. Et quand on fait des études d'opinion, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il y a une exigence qui est normale et qui est naturelle. Je passe les 20-25% qui se fédèrent contre, il faut les écouter. Il faut les écouter parce qu'on apprend tous les jours. Par contre, il faut être proche du territoire, il faut écouter les attentes du territoire. Alors, je vais vous donner un cas très concret. Une éolienne, parce que nous on fait des parcs, il ne faut pas croire qu'on fait des parcs de 60-70 éoliennes, on fait des parcs de 5-6 éoliennes. Vous allez en campagne, une éolienne, vous allez chez un agriculteur. Ce n'est pas à vous que j'apprends que les agriculteurs, il y a une histoire entre le voisin, le machin, le couffin, une histoire, des fois un passif. Si jamais vous n'allez pas voir le maire avant, s'il ne vous explique pas, si vous dites, il ne donne pas les langages, les codes, disant attention, là vous allez chez monsieur Le Gall, agriculteur, il faut savoir qu'à 10-15 ans, il n'avait pas accepté pour telle et telle raison. Donc c'est vraiment de la clé douce, c'est de la proximité. Les énergies renouvelables, c'est de la proximité. Et donc nous, la chance qu'on a au niveau de notre entreprise, c'est qu'on est une entreprise de territoire et on maille ce territoire. Et on en veut beaucoup, alors excusez-moi, on en veut beaucoup aux gens qui arrivent, qui disent on va planter 2 éoliennes, excusez-moi l'expression, mais ils s'en foutent d'après. Et donc des fois, c'est un carnage. Et donc du coup, après, nous, on arrive et ça fait du mal à la profession. Donc voilà, donc l'acceptabilité, c'est un point, c'est un enjeu. Il faut qu'on y fasse face parce que c'est une demande et puis c'est notre rôle. il faut de la pédagogie. Il faut la pédagogie, mais surtout, quand même, les trains arrivent à l'heure. Pour le prendre souvent, le train arrive à l'heure. Alors quand il n'arrive pas à l'heure, en revanche, ça se voit. Il y a eu une épreuve que votre groupe a traversée l'année dernière, cette fois sur une installation de biométhane à Châteaulin, une fuite, ça a été très médiatisé. Ça a relancé le débat des oppositions, dire voyez, c'est pas fiable, c'est pas maîtrisé. Comment on surmonte une telle crise? On la surmonte parce qu'on connaît le territoire. Alors très médiatisé, je mets un petit bémol, on en a beaucoup parlé dans le Finistère. Et après, on en a parlé
dans la profession entre nous, et c'est normal, on me dit, putain, Sébastien, t'as passé un bel été, ok. Mais il faut relativiser. Donc la médiatisation, en fait, quand on est dans un domaine, on a l'impression que c'est... Ouais. Il y a des prismes déformants, Ouais, c'est les vrai. prismes. Donc oui, on l'assume. Comment on a fait face? Eh bien, on connaissait le territoire. Un incident technique, ça arrive. Alors, on espère que ça n'arrivera plus, parce que autant vous dire, quand ça arrive là-dessus, c'est le président et le DG qui suivent le dossier en direct, donc on n'aime pas trop ça. Mais comment on a géré? Parce qu'on était au territoire, on a communiqué, on leur a dit ce qui se passait. On leur a dit, ben voilà, les échéances. Et cette connaissance, cette confiance, ils disent, bon, ok, NJ, bon, pas content, mais ils disent, ok, on sait. Cette confiance nous permet de faire face. Et pour rien vous cacher, alors... On en est où un an après, justement? Ben non, après, bon, évidemment, ça tourne. Hein. On en a 6 en Bretagne, donc les 6 tournent. Ouais. Et en fait, il y a... Ce qui est intéressant, je ne vous donnerai pas les noms, mais il y a des collectivités qui viennent nous voir, qui disent on veut un méthaniseur NJ de bonne ampleur. Donc voilà, les trains arrivent à l'heure. Voilà, on veut des méthaniseurs. Donc petit 1 et petit 2, on a 2 bels exemples à proximité. On a Fougères, qu'on inaugure le 30. Les élus sont contents. Les agriculteurs, évidemment, eux, sont ravis parce que du coup, on leur apporte C'est un des modèle réponses. économique Voilà, aussi. un modèle économique. Et le dernier point qui est intéressant, parce que c'est Énervé, c'est près de Janzé, voilà le modèle d'acceptabilité. Nous, on est dans notre rôle, on fait le méthaniseur, on produit du biométhane. La collectivité, dans son rôle, elle participe au projet, ce qui permet de connaître et de communiquer au niveau de ses administrés. Et dernier point, il y a l'agriculteur, les poulets de Janzé. Mais je peux vous dire que ce type de modèle, c'est l'un des plus gros méthaniseurs en Bretagne, même pas peur. On a Sojason, voilà. En fait, il faut travailler. Voilà, il faut être du territoire. Moi, le message que je fais passer, c'est que les énergies renouvelables, on ne les fera pas de Paris. Hein. On les fera du territoire. C'est ce que vous observez aussi, hein, Jean-Philippe Lamarcade, pour Enedis, les projets de territoire, les raccordements dont vous nous parliez, ces nouvelles unités de production électrique. Vous avez évoqué le photovoltaïque, l'éolien. On avait l'impression que le photovoltaïque avait eu un coup d'arrêt brutal ces dernières années, après l'engouement des années 2000-2010. Aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un petit peu où nous en sommes, et peut-être que les nouvelles perspectives réglementaires vont relancer la filière? Alors, il y a des perspectives réglementaires et puis il y a aussi les perspectives finalement des nouvelles formes de consommation d'énergie, hein, le partage de l'énergie. Ça fait partie de l'acceptation finalement parce que... C'est quoi le partage de l'énergie? Expliquez-nous pour Mais en qu'on fait, comprenne bien. Frédéric, finalement, il fait du partage de l'énergie sur sa nouvelle usine. Hein, c'est de l'autoconsommation, on partage l'énergie, on l'appelle un peu comme on veut. On installe des panneaux photovoltaïques, on installe une éolienne chez soi, et puis on ne consomme pas toute l'énergie. Et plutôt que de faire que de la revente de l'énergie, on en consomme une partie, et puis le surplus, quand on a du surplus, on le remet sur le réseau. Voire on s'organise à plusieurs, et plutôt que de le revendre sur le marché de manière un peu, pas virtuelle, mais sans qu'on ait la réalité de finalement où part cette énergie, et on se met d'accord, et on dit le surplus, c'est mon voisin qui va le racheter. Donc, si mon voisin c'est Christian, je vais dire à Christian, tiens, si tu veux, dès que j'ai un peu d'énergie, je te la revends à tel prix. Et puis on se met un peu d'accord, voilà, c'est ça le partage d'énergie. Et puis grâce au compteur intelligent qu'on a aujourd'hui, en fait, le compteur, il sait à chaque instant combien j'ai consommé, combien j'ai produit, combien toi, Xavier, tu as consommé. Et donc à la fin, on fait le bilan. Et puis on partage cette énergie. Ça, c'est un vrai engouement. Je pense qu'il y a 2 facteurs facilitants, hein, évidemment pour le public de toutes ces nouvelles formes d'énergie, comment j'accepte finalement une installation de production à proximité de chez moi, au-delà de la pédagogie qu'on peut faire, hein, et notamment de l'excellente pédagogie qui est faite par l'Espace des Sciences auprès de tout le public breton pour expliquer ce que sont les énergies, à quoi elles servent, c'est de faire participer les riverains à la consommation de l'énergie qui sera produite, pour que quelque part, ils participent à quelque chose qui dépasse le simple entendement. Hein. Grâce à ce projet, ça devient concret tout d'un coup. Grâce à ce projet, ils ne sont pas dans un truc qui fait de l'argent ou qui produit du kilowattheure. Grâce à ce projet, ils participent eux aussi concrètement à la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a un truc qui est plus important que ça, qui peut nous aider à nous dépasser plus que ça, qui peut produire plus d'engagement? Je participe au futur de la planète, au futur de mes enfants. Et donc là, ça dépasse tout. Les arguments, ils sont ailleurs. Et l'autre élément clé aujourd'hui pour faire de l'acceptation, c'est du financement participatif. Et alors moi, je ne sais pas comment ça marche, hein, c'est trop compliqué pour moi. Votre voisin va nous expliquer. Mais très clairement, si je participe aussi financièrement, quelque part, là, je suis un vrai acteur, je vais jusqu'au bout.
Alors, on va venir sur cette dimension de financement participatif, mais je rebondis sur votre propos, Jean-Philippe. Ce que vous décrivez là, c'est un jeu, comme on dit souvent, un peu à la bretonne d'une certaine manière. Hein, cette capacité de mettre ensemble des acteurs du territoire, travailler à un projet co-construit, ça doit bien résonner ici. Complètement, et on le voit d'ailleurs, un des meilleurs exemples finalement de la communauté qui fait progresser les choses, c'est Smile. Je vous invite à passer Le sur réseau leur Smile, stand en que bas. tout le monde connaît dans Voilà, cette et salle, bien Emmanuel est sûr. ici pour ceux qui ne l'ont pas encore repéré. Mais du coup, premier rang. c'est cette association Smile, c'est une association qui au départ naît d'une idée des deux régions, Pays de Loire-Bretagne, qui se disent, tiens, il y a un champ à investiguer, c'est celui des réseaux électriques intelligents, c'est d'aller un peu plus loin, de regarder comment on peut participer. Et aujourd'hui, cette association, c'est 248 partenaires. Je pars sous ton couvert, Emmanuel, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'on est aux alentours de ça. 250 partenaires industriels qui sont venus rejoindre cette association. Qu'est-ce qu'on y fait? On discute de tout. On a étendu le champ. On ne s'est pas arrêté à l'électricité. C'est toutes les formes d'énergie aujourd'hui. On parle d'hydrogène. Et donc, on fait des expérimentations. On fait des surtout. expérimentations et on se voit entre nous, on teste, on regarde et on regarde si ça peut fonctionner. Si ça peut fonctionner, on en sort reproduit. Et tant qu'à faire, derrière, ça permet aussi de faire rayonner la Bretagne à l'export, un peu en dehors de notre territoire. Oui, vous en êtes membres les uns et les autres de ce réseau. Il y a des choses qui en sont sorties concrètement, justement. Je me tourne vers Frédéric. Chez Lacroix, vous avez travaillé avec cet écosystème-là et ça produit des choses? Alors, sur Smile, pas encore. Pas encore. Et je le regrette parce que j'étais à l'initiative de Smile, modestement. On est membre du conseil d'administration depuis 2 ans. Je viens de rentrer au conseil d'administration avec la volonté vraiment Ah voilà, ça va démarrer. de rentrer des projets. Pourquoi? Parce que Lacroix, jusqu'à maintenant, travaillait en interne beaucoup. Et sous l'impulsion de quelques-uns, on s'ouvre, on rentre dans les réseaux d'innovation. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'accélérer, nous aussi, nos évolutions technologiques, de faire évoluer nos produits. La transition énergétique comme numérique, ça va à toute vitesse. Et si on veut aller aussi vite que ces transitions sont en train de s'opérer, il faut qu'on soit aussi avec des partenaires et pas seulement entre nous. Voilà. Et Engie, vous êtes partenaire depuis l'origine de Smile. Oui, depuis l'origine. Ouais, et donc il en est sorti des choses que vous appliquez aujourd'hui dans vos... Oui, concrètement, c'est de l'effacement de réseau, mais ce qui nous a aidé Smile, c'est que Smile, pour nous, ça nous a aidé d'aller chercher des TPE, des PME locales, parce que nous, c'est notre quotidien, en fait. Produire moins, produire mieux, répartition, autonomie, c'est notre quotidien. Par contre, nous, de temps en temps, on peine à trouver des TPE, ce que j'aime pas dire pépites, mais des entreprises locales qui peuvent répondre à nos besoins. Donc Smile, c'est vraiment un endroit... détecteur pour ça. Ouais, et puis la Bretagne est forte là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu compliqué à comprendre. Vous vous mettez tous autour d'une salle, puis au final, on dit qu'est-ce qu'on fait là? Et puis au fur et à mesure, on va piocher. Et donc, ça nous permet aussi de détecter les TPE, les PME avec qui on a travaillé, notamment Wissis Lab, enfin d'autres partenaires. Un mot? Excusez-moi. Et oui, allez-y. Il y a juste un sujet que je voudrais qu'on traite, et pas maintenant, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion de sécurité de tout ce qu'on met en place. Là. On va juste notamment la sécurité, ça a un coût. Et voilà. Voilà. Alors, avant de parler de sécurité, mais c'est une excellente suggestion. Et puis, je pense qu'on va pouvoir peut-être, d'ailleurs, je regarde l'heure, on n'est pas mal du tout. La salle s'y prête. Je me tourne vers mes amis de la technique pour savoir si éventuellement on est autorisé à faire passer un micro ou pas. Je ne sais pas si c'est possible. Oui. Oui, me dit-on. Donc peut-être que vous pouvez aussi commencer à préparer vos questions pour qu'on ait une interaction et que ce grand plateau soit un petit peu interactif. Ça pourrait être pas mal sur ces sujets-là. Oui, avant de venir parler de sécurité, parce que c'est une très bonne suggestion de Frédéric, je voudrais quand même rebondir avec vous, Yann, un instant, sur ces nouvelles manières de financer les projets. C'est ce que nous disait tout de suite Jean-Philippe Lamarcade, financement participatif, nouveau investissement citoyen, au plus près des besoins et des bassins. C'est ce que vous observez aussi chez BPGO? Alors oui, tout à fait, parce que effectivement, on a quand même, si on prend une filière comme le biogaz par exemple, on a quand même des soutiens publics qui sont un peu en baisse, et ce qui n'est pas illogique puisque la filière elle devient plus mature maintenant. Donc on a des subventions FEDER ou ADEME parce que c'est essentiellement ça qui sont plutôt à la baisse. Et du coup, c'est souvent des investisseurs minoritaires, comme on dit, nous, dans les projets, qui vont prendre le relais. Alors, des fonds participatifs, et ça se passe très bien. Ils arrivent à lever des volumes assez surprenants, d'ailleurs, par projet. Les plateformes sont très actives. Et ça, c'est une dimension importante pour nous, parce que ça veut dire qu'en filigrane, il y a une acceptation locale par ricochet qui va se faire, en fait.
Donc voilà, c'est des bons indicateurs pour nous. C'est du gagnant-gagnant dans cette affaire-là. En plus, ça va finir de compléter un peu les 500 ou 600 000 euros qui manquent pour que nous, on se retrouve bien dans nos indicateurs de ratio, etc. Donc ça sécurise aussi le modèle économique. Absolument. Favorise son acceptabilité sociale, sociétale. Exactement. Ouais. Donc c'est assez vertueux, je trouve. Et encore une fois, ça correspond bien à ce qui a été dit. C'est l'acceptation, c'est des points importants, y compris pour nous, dans les décisions de la banque. On doit s'assurer, parce qu'on fait partie du territoire, nous aussi, nous sommes une banque mutualiste. Donc on doit aussi regarder ces points-là pour s'assurer que le projet n'est pas hors sol, quoi. C'est un projet ancré, impliqué, qui implique le territoire. Alors bien sûr, il y a des collectivités, il y a des SEM, il y a des fonds d'investissement. C'est un peu différent parfois, mais tout ce monde-là, finalement, crée de la sécurité, de la gouvernance fiable des projets aussi. Parce que quand on a des projets à 20 millions d'euros avec un collectif d'agriculteurs où ils sont 60, c'est pas toujours facile à appréhender. Une question de gouvernance à mettre en place. Et on est souvent assez rassuré quand on a un actionnaire minoritaire comme Engie ou un constructeur, etc. Voilà, faut avouer que ce sont des projets quand même lourds. Donc il faut être prudent dans l'instruction de notre côté aussi. Sébastien, vous vouliez réagir ou compléter? J'ai presque envie de dire, c'est plus un sujet parce que je vais vous donner 3 exemples. Méthanisation, fougère, Enerfé, financement participatif, on ne se pose même pas la question. Méthanisation. Réseau de chaleur de Rennes, en fait, toute la ville de Rennes, une bonne partie de la ville de Rennes est chauffée grâce à l'incinérateur. Financement participatif, où c'est nous qui gérons. Et dernier point, les éoliennes au niveau de la Gacélie, un territoire qui me tient vraiment à cœur, financement participatif. Donc, à la limite, c'est devenu la norme. Il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, il faut trouver d'autres choses. Donc, on trouve toujours des items pour être plus présent pour l'acceptabilité. Donc voilà, les financements participatifs, maintenant, juste dans la salle, pour vous dire, c'est notre quotidien. C'est même plus une question, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. En plus, on a la chance en Bretagne d'avoir Gweneg, donc du coup... qui est dans la salle, j'ai pu apercevoir Karim. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais on finance même des parcs éoliens purement participatifs. 100%. Que dans le Maine-et-Loire, partout dans les Pays de Loire, nous, on a financé plusieurs parcs éoliens. Et en fait, ils sont 200, 250 personnes qui ont, alors via une plateforme ou pas d'ailleurs, et qui réussissent à lever 2 millions d'euros, c'est-à-dire les apports nécessaires pour lever des dettes de 10 ou 12 millions. Voilà, il y a des effets leviers évidemment à mettre en place absolument. dans ce genre de. Et ça, c'est assez vertueux parce que on a affaire aux interlocuteurs locaux. Et ça, pour nous, c'est assez gratifiant aussi pour une banque locale. Alors voilà pour l'aspect du financement. On pourra y revenir par vos questions et peut-être vos témoignages dans quelques instants. Le point que soulevait Frédéric, il est important, la sécurité. Et j'aimerais vous redonner la parole pour que vous explicitiez peut-être ce à quoi vous pensiez en introduisant ce thème. Comme on disait tout à l'heure, comme je le mentionnais, transition énergétique, transition numérique, c'est étroitement lié. Les réseaux télécoms, les datas sont de plus en plus sensibles, quelles qu'elles soient. Les datas de l'énergie, mais les datas personnelles, etc., etc. Donc nous, on a investi en cybersécurité depuis 2014. Donc toutes nos plateformes aujourd'hui qui sortent sont cybersécurisées. Donc je dirais même qu'on met nos produits dans une bulle de confiance, puisqu'on intègre les télécoms dans la notion de cybersécurité. Notre business unit qui sert le domaine de l'énergie est ISO 27000. C'est une norme très exigeante qui concerne l'ensemble de l'entreprise en matière de cybersécurité. Et ça vient compléter l'offre produit qui est aussi cybersécurisée. Donc je voulais juste écouter la réaction de Jean-Philippe ou de Sébastien, et peut-être vous aussi, sur ce sujet. Est-ce que ça devient une exigence ? Ouais. Est-ce que voilà, tout ce qu'on a investi correspond à votre besoin, etc. Donc ça m'intéresse. Qui va répondre, l'un et l'autre? Ça ne se bouscule pas. Mais c'est sensible, c'est un vrai sujet. C'est un des sujets majeurs qu'on a aujourd'hui. Nous, on est opérateur de services essentiels. Évidemment, tout le monde peut imaginer que le réseau électrique, c'est une cible privilégiée en cas de cyberattaque. Et donc, on travaille de manière très étroite avec toute la cyberdéfense, évidemment. On est en train
d'upgrader en fait tous nos centres de commande. On a des tours de contrôle dans chacune des régions qui pilotent en permanence, supervisent en permanence nos réseaux. Et donc évidemment, ces tours de contrôle, elles sont en train de migrer. Donc on a un grand projet qui va nous amener jusqu'en 2026, parce que ça ne va pas se faire instantanément. Ça passe par évidemment la sécurité informatique, la sécurité du matériel qui est installé sur le réseau. Ça passe aussi beaucoup à travers de la formation, la sensibilisation de nos équipes, parce que le facteur humain est souvent le facteur le plus défaillant. Et nous, on a cette chance ici en Bretagne d'avoir cet écosystème de cybersécurité. Et donc, on a amené notre entreprise, on a amené l'ensemble de l'entreprise venir regarder ce qui se passe. On a aussi la chance d'avoir un directeur de la cybersécurité qui a fait l'école des télétransmissions, des transmissions à Rennes. Il parle la langue. Il connaît bien voilà, l'écosystème. Et aujourd'hui, on travaille de manière très étroite, que ce soit à Brest avec les équipes et ici à Rennes, à Rennes pour monter en compétence sur le sujet. Ça va être un des facteurs déterminants. L'autre facteur, c'est celui de la donnée. Et la donnée, ça fait maintenant plusieurs années qu'on en débat, de la propriété de la donnée, du flux de la donnée. Moi, je rappelle, à chaque fois, je pense qu'on peut anonymiser cette donnée. Donc, la donnée, c'est pas, on peut la transmettre. Il faut toujours ce qu'on se rappelle. Le cas d'usage, qu'est-ce qu'on veut en faire? Parce qu'aujourd'hui, cette donnée, c'est ça plutôt le problème, c'est qu'on en a tellement. Nous, aujourd'hui, avec le déploiement de nos compteurs numériques, tous les quarts d'heure, on récolte à peu près 60 millions de données sur le réseau électrique. Ça fait beaucoup. Voilà, donc tous les quarts d'heure, voilà le flux qui arrive. Si vous multipliez ça dans une journée, vous voyez qu'on dépasse le milliard, vous multipliez ça par le nombre de jours. Et donc, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette donnée? Est-ce qu'on veut la stocker? Ça va avoir un coût énergétique énorme. Et donc, si ça doit servir à la transition énergétique, on est un peu là dans le paradoxe. Et c'est pas très bon. Et donc, c'est vraiment trouver les cas d'usage, travailler avec les consommateurs, travailler avec le marché d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez comprendre votre consommation pour faire de l'efficacité énergétique? Est-ce que vous voulez faire de la flexibilité? Est-ce que vous voulez comprendre comment vous pouvez implanter plus de mobilité électrique? Est-ce que vous voulez travailler sur l'autoconsommation, le partage de l'énergie? Donc vraiment partir de ces cas d'usage, trouver les données essentielles et garder et transmettre ces données-là. Et quand on veut les rendre publiques, il y a manière aujourd'hui de les anonymiser et de faire en sorte qu'on puisse travailler, donner de la connaissance, que ce soit à des chercheurs, que ce soit à des collectivités locales, que ce soit au grand public, en anonymisant cette donnée. Aujourd'hui, c'est pour moi la sécurité de la donnée d'un point de vue protection des données personnelles. On a trouvé les bons chemins. On a les solutions. Sébastien, vous vouliez réagir? Et puis, on va se tourner, on a quelques minutes encore, peut-être pour une question ou deux dans la salle. 2 points sur la sécurité. Donc, forcément, nous, historiquement, la sécurité, c'est la cyberdéfense, c'est hyper important. Juste pour votre information, à 100 km d'ici, il y a le terminal méthanier de Montoire, où le gaz arrive de partout dans le monde. Autant vous dire que là, en termes de sécurité, de cyberdéfense, on est pointu. Et je vais rebondir sur ça, c'était pour la parenthèse, où en gros, c'est ancré dans nos entreprises. L'autre point qui est important, c'est que de plus en plus, on parle de ville intelligente. Et donc là, je rebondis. Donc, pas trop loin d'ici, c'est même pas la Bretagne historique, mais à Angers. Angers a fait le choix d'avoir une ville, entre guillemets, intelligente, avec beaucoup de capteurs, avec beaucoup de données. Et forcément, l'aspect sécurité des données, l'aspect cybersécurité, c'est très important. Et nous, c'est tellement important que dans notre entreprise, c'est une somme de PME et de grosses boîtes, NG. On a une entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité qui s'appelle Ineo Défense. Elle est chez nous. Et elle reste chez nous. Vous verrez dans la presse qu'on va peut-être on va vendre une partie d'Engie, mais Ineo Défense va rester chez nous parce que par rapport aux données, par rapport aux data, il faut vraiment accompagner les collectivités, les usagers pour leur assurer que les données seront bien utilisées. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu. Et merci beaucoup. Sachez que la Croix pourra être à vos côtés sur ces sujets-là aussi. Voilà, ça sert aussi à ça le FEB, de créer des ponts entre les acteurs. Y a-t-il une question, un témoignage, une remarque? On doit pouvoir vous apporter un micro. La main se lève, monsieur, on vous apporte le micro. Bonjour, ça marche? Ouais. Ça moi, je m'appelle Erwan Le Breton et je travaille à accompagner les entreprises à la décarbonation de leur activité. Et quand je vois les scénarios EDF pour 2050 pour atteindre la neutralité carbone, il y a un scénario 100% énergie renouvelable, il y a un scénario où il y a un maintien du nucléaire à 50%. Mais les deux scénarios demandent de la construction d'infrastructures importantes, genre soit 16 réacteurs EPR, je crois, dans le scénario 50% nucléaire, et une multiplication par 4 de l'éolien et par je ne sais plus combien, lors d'une vingtaine du solaire.
On Et a que votre 30 question ans. On n'a que 30 ans. C'est ambitieux. Et je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Quelle serait votre recommandation pour les entreprises pour qu'elles s'adaptent dans un monde où on n'est pas sûr d'atteindre ces objectifs-là, et pourtant on doit décarboner? Eh ben, c'est une très très bonne question de conclusion. Chacun va pouvoir répondre et on va terminer avec une vision prospective grâce à vous. Merci pour cette question. Qui veut commencer à apporter un élément de réponse à notre ami? Bon, moi, je n'ai pas d'avis sur les scénarios, hein. Chacun ses scénarios, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la volonté est là, c'est surtout ça avec ces scénarios. Et la très, 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 très bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les données publiées par tous les acteurs, il y a notamment en fait, des données publiées par l'ensemble des gestionnaires de réseau sur l'électricité, toutes les formes d'énergie, c'est qu'on est aujourd'hui, en 2021, plus rapide que l'ensemble des scénarios. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que pendant longtemps, on s'est demandé, est-ce qu'on va y arriver? On met des objectifs. Là, ça s'accélère. Hein. Ça paraît totalement délirant. On ne va jamais y arriver. Puis on fait des scénarios pour dire, ben voilà, à 2050, on aura réduit notre empreinte carbone, on est tranquille. Et puis dans 5 ans, on réadaptera le scénario, on mettra une pente un peu plus forte. Et puis on s'est longtemps demandé si c'est ça qui allait se passer. Mais en fait, non, ça y est. Les scénarios décollent, parce que longtemps, les scénarios sont flats, et puis d'un seul coup, il faut regarder si on prend le chemin d'inflexion. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on la prend. Et ça, c'est vraiment super. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs sont là. Hein. Smile, c'est un peu ça aussi. Dedans, il y a tous les acteurs. Il y a les grands groupes qui font de la production. Il y a des distributeurs, il y a des gestionnaires de réseau, il y a des vendeurs de matériel, il y a des petites PME, il y a des startups. Et bon, voilà, tout le monde est là. Et si on regarde, par exemple, le chemin de la mobilité électrique, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, l'explosion de la mobilité électrique, elle est là. Qui aurait pu croire qu'on allait vendre autant de véhicules, enfin que les fabricants allaient vendre autant de véhicules électriques cette année? Pas grand monde. Hein. Je pense que s'il y a 2 ans en arrière, on avait parlé, il y en a même quelques-uns qui rigoleraient. Qui aurait cru il y a quelques années que l'ensemble des producteurs de voitures allaient annoncer que leur catalogue allait devenir 100% électrique? Quand on voit un groupe comme Volkswagen, c'est quand même un mastodonte, quoi. Je ne sais pas si c'est le numéro 1 mondial ou si c'est Toyota, mais en tout cas c'est un mastodonte qui dit en 2025, je ne ferai plus de thermique. Eh bien, ça, je crois que les signaux sont là, le marché est parti. Et pour toutes les entreprises qui ne sont pas déjà engagées, je ne sais pas s'il y en a, parce que nous, on fait énormément d'affaires avec l'ensemble des entreprises. Nous, en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, on est là pour vous accompagner. On n'a rien à vendre, mais on est là pour vous accompagner. Sabine, je la vois, elle est là-bas dans la salle avec son équipe de conseillers qui fait le tour du marché d'affaires en Bretagne. On est là pour vous aider à comprendre votre consommation, récupérer vos données, travailler sur votre efficacité énergétique, comprendre ce que vous pouvez faire encore dans votre process. On est là pour vous aider si vous voulez passer votre flotte électrique en mobilité électrique. Eh bien, vous voulez passer votre flotte de véhicules en mobilité électrique, il y a des conséquences sur le réseau, comment on fait ça pour que ça vous coûte le moins cher possible. On est là pour vous accompagner si vous voulez faire de l'autoconsommation, et on est là pour vous accompagner si vous voulez faire de la production, construire des flexibilités et faire en sorte de le faire en engageant le moins de moyens financiers, parce que la transition, on l'a dit en ouverture du faible, la transition, elle va coûter énormément d'argent à tout le monde. Et du coup, tout ce qu'on pourra économiser, ça sera bien. Donc, ce que vous ne mettrez pas dans le réseau électrique, ça, vous pourrez le mettre dans d'autres choses. Et on entend la passion qui vous anime sur ces questions. Allez-y, de toute façon, chacun va dire un mot. Sébastien. La vraie question dans l'énergie, vous l'avez vraiment touché, c'est le temps. Parce qu'en fait, le temps de l'énergie, c'est un temps long. Et le problème, c'est que maintenant, ça change très rapidement. Temps long, temps court. Donc moi, par rapport à votre question, je vais vous répondre, nous, la vision qu'on a et notre stratégie, c'est la stratégie d'Engie. Nous, on est convaincus des énergies renouvelables. On en est convaincus, on en est tellement convaincus qu'on arrête à peu près tout le reste. C'est-à-dire qu'on arrête le nucléaire en Belgique, on se focalise sur les énergies renouvelables parce qu'on pense que très rapidement, ça va être un domaine qui va être très demandeur et en termes d'acteurs du territoire, on a des demandes qui sont énormes, il faut pouvoir répondre, et surtout de manière capitalistique. Donc nous, l'entreprise, on a la stratégie de dire on mise tout sur les énergies renouvelables et sur les infrastructures. Parce qu'il y aura des consommations locales, ça va très très vite. Tu parlais à un moment donné de l'autoconsommation, on ne sait pas où ça va aller. L'hydrogène, quelques-uns me connaissent, il y a 4-5 ans, je parlais d'hydrogène, je faisais rigoler tout le monde. Maintenant, l'hydrogène, ce n'est pas une évidence, mais ça n'en est pas loin. Et la durée du temps, pour nous, entreprises, c'est très compliqué, parce que là, on ne parle pas de 2-3-0. On parle quand même d'investissements qui sont très lourds. Je ne vous parle pas des montants d'investissement pour mettre des éoliennes en mer. Je ne vous parle pas des investissements, vous avez mon homologue d'EDF ici pour faire une centrale nucléaire. Donc voilà, c'est des temps qui sont longs. Et nous, en fait, on doit gérer le temps court et le temps long. Donc c'est une vraie question. C'est le défi. Frédéric, et puis on terminera par Yann. Nous, on s'adaptera aux évolutions. On a déjà des produits qui peuvent répondre à tout un tas de cas d'usage.
On a investi 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D. On a des roadmaps technologiques qu'on met à jour tous les ans et des roadmaps produits qu'on met à jour tous les ans. Donc, on s'adaptera à vos besoins dans l'optique, évidemment, de tous les enjeux qui ont été décrits. Et pour tout ça, il faudra trouver du financement, évidemment, n'est-ce pas, Yann? Exactement. Alors effectivement, ça c'est un élément de réponse parce que je vais vous donner 2 chiffres. Nous, au niveau du groupe BPCE, nous, on a plus de 10 milliards d'encours sur les énergies renouvelables aujourd'hui, les banques populaires et les caisses d'épargne. Donc ça fait partie des 2 plus gros financeurs en France. Nous, Banque Populaire Grand Ouest, on est déjà à plus de 300 millions. Donc on va accompagner. Ça, on va accompagner. La variable d'ajustement, elle est plus, et on l'a constaté dans le passé, elle est plus dans le risque de stop and go des pouvoirs publics parfois. C'est-à-dire qu'on dépend beaucoup du réglage des pouvoirs publics sur les différentes filières. On l'a connu en solaire, on le connaît un petit peu en ce moment dans le biogaz. Donc, nous, et c'est le cas, je pense, actuellement, de la part des pouvoirs publics, il y a une visibilité, il y a dans les contrats, dans les dispositions réglementaires, nous, on va être à l'aise et on va accompagner. La seule chose, finalement, qui pourrait nous ralentir, c'est des modifications substantielles de la réglementation. On a besoin de stabilité et d'un cadre clair qui dans la modifierait durée. notre analyse de risque fondamentalement, parfois. Voilà, pour que la transition énergétique soit à la relance, il faut que le cadre soit bien partagé. Exactement. On arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup à tous les 4 pour avoir partagé votre expertise et votre passion, ça s'est entendu. Merci à vous pour votre écoute active. Et vous avez rendez-vous avec d'autres tables rondes. J'ai plus mon programme sous les yeux, mais vous avez tout ça sur vos smartphones parce que le FEB, c'est aussi une version digitale, vous le savez. Très bonne suite de programme. À tout à l'heure.